l'épidémie de burn-out qu'on vit actuellement, là, si elle va pas s'arrêter. Donc, si elle va continuer, donc ça veut dire qu'il y a des gens qui vont plus travailler. Enfin, là, aujourd'hui, on pense qu'il y a 11% de la population active française qui a déclaré un burn-out en 2024. Donc, c'est quand même, 10 ans, tout le monde aura fait un burn-out. Faut quand même réaliser que ça peut pas durer très longtemps, l'économie. Qu'il y a encore plein de pétrole, si tout le monde est en burn-out, on va pas le forer, ce pétrole. Je disais en introduction que tu es biologiste, que donc tu étudies le vivant. Est-ce que tu peux nous expliquer concrètement ce que tu as observé dans le vivant qui peut aujourd'hui nous apprendre à être robuste? Alors c'est ça qui est extraordinaire, et c'est vrai que le vivant est un livre ouvert de robustesse, parce que c'est ça qui domine dans les écosystèmes. La plupart des écosystèmes sont très fluctuants, avec des grandes pénuries chroniques de ressources. La mauvaise saison chez nous, en raison de l'intempérie par exemple, donc ça n'arrête pas. Voilà, donc ça fluctue beaucoup, et donc les systèmes vivants en général sont des systèmes robustes. Et donc qu'est-ce qu'on voit quand on dissèque un être vivant, donc que ce soit un réseau métabolique, un réseau physiologique, un réseau de neurones, à peu près n'importe quel réseau du vivant, et on va trouver des lenteurs, de la redondance, des hétérogénéités, des incohérences, des erreurs, des imprécisions. En fait, c'est ça qu'on voit en premier. Donc ce sont que des contre-performances, et ces contre-performances, qu'est-ce qu'elles font? Elles ajoutent du jeu dans les rouages, des marges de manœuvre. En fait, c'est autant de capacités supplémentaires à encaisser les chocs. Un exemple simple, c'est l'arbre. Quand on regarde un arbre, le nombre de feuilles qu'il y a sur un arbre, les arbres sont hyper redondants. On peut très bien imaginer que si un arbre n'avait qu'une feuille, ce serait très fragile, parce qu'à la moindre bourrasque de vent, il perd sa feuille, il meurt. Donc là, il a plein de feuilles, il va pouvoir résister. Nous, c'est pareil, on a plein d'alvéoles pulmonaires, on a plein de villosités dans l'intestin, de globules rouges dans le sang. On est hyper redondant. Enfin, quand je dis on, biologiquement, on est hyper redondant. C'est ça qui nous permet d'encaisser les chocs. Il y avait aussi un truc que tu as développé au début de notre échange qui m'intéresse, c'est le fait que les plantes sont les mêmes alors que les ingrédients de départ ne le sont pas. C'est d'accepter la différence, en fait, d'accepter le fait qu'on n'est pas pareil, mais qu'on a tous une condition humaine en commun. Il y a presque le sujet de la fraternité derrière. Oui, j'aime bien, oui, absolument. En fait, c'est uni dans la diversité, c'est le slogan de l'Europe d'ailleurs. Ça, c'est un des leviers essentiels de la robustesse, c'est redondance et diversité. Donc redondance, ça veut dire qu'on est capable c'est des choses qui se ressemblent, qui sont un peu dans le même champ, mais par contre divers, où on essaie quand même d'explorer des choses un petit peu différentes. Ça, c'est très riche. En fait, c'est la polyvalence dans une organisation, etc. Tout ça, c'est des arguments de robustesse. Moi, aujourd'hui, je nous écoute et je me demande si mon organisation, là où je travaille, est robuste ou performante. Comment je peux le savoir? Alors le test ultime, c'est le stress test. Donc il faut prendre son organisation et puis la secouer, alors virtuellement évidemment, mais en tirant par exemple une fluctuation aléatoire. Donc si par exemple l'année prochaine il y a plus d'internet pendant 6 mois sur toute la planète entière, enfin sur toute la planète, qu'est-ce qui se passe? Quelles sont les conséquences pour mon organisation? Et surtout, qu'est-ce qu'il faut que je fasse en amont pour que je sois capable de passer cette fluctuation? Là, on va tout de suite voir si l'organisation elle est robuste et qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'elle soit plus robuste. Donc ça, c'est le stress test. Alors, il y a plein de jeux qui existent en ligne. La métropole de Lyon a créé Tumult, qui est un jeu à destination des entreprises pour tester leur robustesse. Donc, il y a des outils pour ça. Un mot encore là-dessus, j'aimerais que tu puisses nous dire peut-être... Est-ce qu'aujourd'hui, il y a déjà des organisations, des institutions qui ont fait cette évolution, ce switch, qui sont en train de passer de la performance à la robustesse? Tu vois, est-ce qu'on peut s'inspirer d'exemples? Alors c'est ça qui est super, c'est qu'il y a... alors c'est un mot, la robustesse. Après, il y a plein d'organisations qui ne m'ont pas attendu pour faire de la robustesse, et qui n'ont peut-être pas utilisé le mot robustesse, mais qui font de la robustesse sans le savoir, un peu, j'ai envie de dire. Mais alors c'est extraordinaire. En fait, il y a de plus en plus d'organisations qui basculent ou qui revendiquent cette robustesse-là. Alors si c'est des entreprises qui vont qui vont basculer dans le réparable, là je porte un pull Royal Mail, c'est un pull garanti à vie, donc réparable à vie. Voilà, c'est par exemple une boîte basée à Rennes. Il est 3 fois plus cher que les autres? Alors il est beaucoup plus cher qu'un pull de la fast fashion, c'est sûr, mais sur la durée, il est beaucoup moins cher. Évidemment, puisqu'il est garanti à lui. Mais c'est donc voilà des vêtements, donc il y a ça, il y a le Fairphone, il y a les ordinateurs Framework, donc tout ça c'est des ordinateurs, des objets qui sont réparables. On en voit de plus en plus. L'atelier paysan pour l'agriculture, pour aider les paysans à réparer, reconditionner ou inventer des nouveaux outils dans le monde agricole. Donc tout ça existe actuellement. Donc il y a des entreprises comme ça. L'agroécologie, c'est pareil, c'est en 20 ans en Europe, l'agroécologie augmente chaque année. Les surfaces agricoles en agroécologie augmentent chaque année. C'est quoi l'agroécologie? Donc l'agroécologie, c'est quand son agrosystème, on le conçoit comme un écosystème. C'est qu'en fait, on remplace les engrais et les pesticides par la biodiversité cultivée dans la parcelle, qui va en fait fournir des services écosystémiques qui remplacent tous ces intrants extérieurs. Donc
Ça, c'est de l'autonomie territoriale, toujours pareil. Ça a plein de vertus. Donc tout ça, c'est en train de monter de plus en plus fort. Et c'est pas parce que je parle de robustesse que ça arrive. C'est juste parce que le monde devient de plus en plus fluctuant que les entreprises, les organisations, les territoires basculent dans ce monde-là. Mais j'ai encore l'impression parfois qu'il y a deux mondes. Il y a le monde des gens qui sont en train de basculer dans ce que tu dis. On pourrait dire qu'ils sont presque éclairés sur le sujet. Et ils sont pris par des gens complètement fêlés et rétrogrades et à côté de la plaque et qui donnent pas envie par les autres qui sont dans le système de performance. C'est comme encore deux TGV, pour reprendre ton exemple, qui se croisent sans se parler, tu vois. Pourquoi il y a encore ces espèces de silos qui ne communiquent pas ensemble et pourquoi chacun pense que l'autre est complètement à côté de la plaque? Alors c'est normal, on vit un basculement de civilisation. On est en train de quitter le néolithique. Parce qu'en gros, le néolithique, c'est quand les humains voulaient contrôler la nature. Et là, on est en train de se rendre compte qu'on a perdu le contrôle. Et que c'est la nature qui va nous contrôler? Voilà, exactement. C'est ce que disait Denis Meadows. Nous nous préoccupons des changements globaux. Les changements globaux ne se préoccupent pas de nous. Pourquoi tu es si sûr de ça? Pourquoi, dans 30 ans, je t'accueille pas ici et tu me dis « Bon, j'ai cru qu'on était sur un basculement et en fait, tous les mecs qui étaient en train de dire ça sont complètement à côté de la plaque. On a trouvé une nouvelle manière d'avoir de l'énergie. On a trouvé une nouvelle manière d'avancer. D'ailleurs, la baisse démographique nous a permis de passer cette étape-là et nous allons en fait très bien, Jonathan. » Bien sûr. Alors, on a des arguments. Par exemple, si je prends le cuivre, le pic de cuivre, on devrait le passer en 2040. Le pic de phosphate marocain, on devrait aussi le passer vers 2040. Donc, il y a des tas de pics comme ça de matière qu'on va passer, qu'on est en train de passer. Ça, c'est ce que dit. Pic, ça veut dire qu'on n'a plus après. En gros, il en reste, mais la demande en consommation dépasse les capacités de production. Donc en fait, on a des tensions et ça devient trop cher et après ça s'emballe, quoi. Donc en fait, en effet, ça fait des pénuries. Et donc ça, c'est vrai pour plein de matières. Mais avant ça, il y aura le pic humain. C'est-à-dire que l'épidémie de burn-out qu'on vit actuellement, là, si elle va pas s'arrêter. Donc si elle va continuer, donc ça veut dire qu'il y a des gens qui vont plus travailler. Enfin, là, aujourd'hui, on pense qu'il y a 11% de la population active française qui a déclaré un burn-out en 2024. Donc c'est quand même, 10 ans, tout le monde aura fait un burn-out. Faut quand même réaliser que ça peut pas durer très longtemps, l'économie. Qu'il y a encore plein de pétrole, si tout le monde est en burn-out, on va pas le forer, ce pétrole. Donc en fait, c'est des limites physiques, mais on peut même des limites financières. On peut prendre cet exemple-là. Ça, c'est l'exemple du magazine Challenge, qui disait qu'en 2010, les 500 plus grandes fortunes de France avaient 8% du PIB national dans leur fortune patrimoniale. 8% du PIB national, ce qui est quand même énorme. C'était en 2010. En 2022, c'est 40%. x5 en 12 ans. Bon, ils vont pas faire x5 les 12 prochaines années. En fait, c'est physiquement pas possible. Vraiment, on arrive au bout pour des tas de raisons. Donc, en fait, je ne crois absolument pas que ça va prendre beaucoup de temps. Je suis peut-être trop optimiste, mais pour moi, c'est une question de 5 à 10 ans. Parce que tu es optimiste. Alors, il est trop tard pour être pessimiste, quelque part. C'est quand même, la situation est tellement dégradée que là, on peut y aller et les résistants sont tous des optimistes, finalement. C'est qu'en fait, on se projette dans le monde d'après. Et d'ailleurs, tous ceux qui font des projets à la marge, dans la robustesse, sont joyeux.